Je vais vous présenter la méthode d'identification d'impact que j'ai développée pendant ma thèse et qui en principe a de bonnes raisons de fonctionner lorsque la structure en question admet des modes de vibration basse fréquence, faiblement amortis et bien séparés. Alors c'est une thèse CIFRE que j'ai soutenue le 3 avril dernier. Je suis encadré à Airbus par Didier Gendre, à l'ONERA par Véronique Kercandille et mon directeur de thèse c'est Roger Royon. Alors dans un premier temps, je vais présenter le contexte industriel de ma thèse et puis je vais positionner mon travail par rapport aux techniques existantes d'identification d'impact. Dans une seconde partie, je vais aborder, je pense, le point le plus important de ma thèse, qui est la définition de la signature vibratoire d'un impact. Et puis dans une troisième partie, alors même si ça peut paraître contre-intuitif, je vais montrer qu'on peut identifier un impact à partir d'un unique point de mesure, à condition notamment qu'il soit bien choisi. Alors, ce projet de recherche a été initié par Airbus dans le contexte suivant. Lorsqu'il y a un avion au sol, dans l'aéroport, il y a une multitude d'équipements aéroportuaires qui opèrent autour du fuselage. Alors, si on regarde un avion pendant toute sa durée de vie, on reporte des événements d'impact d'intensité différentes qui se concentrent autour des portes, autour desquelles s'approchent les équipements aéroportuaires. Et le souci, c'est que lorsque le fuselage est un matériau composite, il y a certains impacts qui produisent des endommagements qui sont internes et qui sont invisibles depuis l'extérieur du fuselage. Alors, bien entendu, les avions sont dimensionnés pour résister à ces impacts, mais on comprend qu'il y a un intérêt pour un système de détection automatique qui va permettre d'enregistrer les collisions de façon systématique, d'évaluer la sévérité de l'impact et donc de choisir une procédure de réparation adaptée, et également, puisqu'on va être en mesure de localiser l'impact, de réduire le temps d'immobilisation de l'avion. Il y aura moins de zones à inspecter. Alors d'un point de vue modélisation, on se donne une structure qui subit un impact transverse. On s'autorise à faire des mesures vibratoires en un certain nombre de points, idéalement le moins possible. Et à partir des mesures, ce qu'on veut faire, c'est localiser le point d'impact dans un voisinage admissible et reconstruire les variations de la force d'impact. Donc c'est un double problème inverse. Et l'hypothèse de départ, qui est commune à la grande majorité des travaux, c'est de supposer que la structure admet un comportement linéaire. Alors, tout un tas de techniques qui existent pour identifier un impact. Une première catégorie qui consiste à d'abord localiser l'impact de façon indépendante à l'aide de techniques de triangulation, puis à reconstruire les variations de la force à l'aide d'une technique de déconvolution. Et à d'autres approches qui consistent à localiser et reconstruire de façon simultanée. Et en particulier, il y a les méthodes basées sur les participations modales, dont fait partie la méthode que j'ai développée. Et l'idée sous-jacente de ces méthodes, c'est que suivant l'endroit où on va impacter la structure, on ne va pas exciter les modes de vibration de la même façon. Alors, ces techniques sont appréciées puisque, avec peu de capteurs, elles permettent actuellement de localiser l'impact et d'estimer son intensité. Mais les objections sont aussi très précises puisqu'on leur reproche pas toujours bien savoir quel mode de vibration retenir dans l'analyse, où positionner les capteurs, et on n'est pas capable d'estimer assez précisément les variations de la force d'impact. Et la méthode que j'ai développée pendant ma thèse répond en toute partie à ces questions-là. Alors ça nous amène au concept de signature vibratoire auquel j'ai réfléchi. Et l'idée, ça va être de déterminer l'information qu'il est suffisante d'extraire dans les mesures vibratoires pour localiser un impact et estimer son intensité. Alors dès le départ, je soutiens que je fais le travail avec un seul point de mesure, même si je le justifierai que dans ma dernière partie. Et je demande 4 hypothèses supplémentaires, alors que la structure est initialement au repos, que je connais certains modes de vibration de la structure, qu'il n'y a pas de mode rigide, et puis que la structure admet un comportement modal, au moins en basse fréquence. Alors, pourquoi je fais toutes ces hypothèses? En fait, elles me permettent de décrire un modèle de réponse vibratoire qui est valable sur une certaine plage de fréquence, qui peut se décrire à l'aide d'une superposition de modes de vibration. Si on réagence les termes,
on peut mettre notre modèle de réponse Q-tilde sous la forme LZ. Alors dans L, il y a des produits de convolution, et puis dans Z, il y a ce que j'appelle les participations modales, qui sont en fait les déformées modales évaluées au point d'application de l'impact, et le tout multiplié par l'intensité de l'impact petit f. Alors si je résume, le modèle de réponse écrit L fois Z, et avec ce formalisme, on s'aperçoit que finalement des transformations ont lieu et que nos inconnus ont une certaine image dans la réponse vibratoire. À savoir que grand F et petit f sont envoyés dans Z et que psi est envoyé dans L. Et donc, ce que je montrerai après, c'est qu'on peut identifier L et Z, et ce qui nous intéresse, c'est de faire les flèches inverses. Et la signature vibratoire est liée à la flèche inverse ici. Alors dès le départ, il y a une complication qui est en fait intrinsèque au problème inverse bilinéaire, qui s'appelle l'ambiguïté d'échelle, qui est qu'en fait, si je crois avoir une solution LZ, eh bien en fait tout couple lambda L et 1 sur lambda LZ est aussi une solution. Si vous voulez, c'est un effet de vase communicant multiplicatif. Ce que je multiplie à gauche, je peux le diviser à droite, ça me fait une autre solution. Alors l'idée que j'ai eue, et qui s'adapte très très bien dans ce contexte de mécanique vibratoire, ça va être de raisonner en termes de proportion. Alors, pour comprendre de quoi il s'agit, je vous propose cet exemple simple. Donc c'est une poutre, et alors on a un impact en un point F, et on fait des mesures en un point C de la poutre. Et la question qu'on se pose, c'est, dans ma mesure vibratoire, quelle est l'information suffisante pour localiser mon point d'impact? Alors, je parachute la solution. Il suffit en fait de s'intéresser aux deux premiers modes de vibration. Alors si je tape là, eh bien les modes 1 et 2 sont excités suivant les quantités que j'appelle Z1 et Z2 qui sont là. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de mode 2 que de mode 1 qui est excité dans la réponse. Et si j'avais tapé plutôt proche du centre, ça aurait été le contraire. Donc nous, c'est l'inverse qui nous intéresse. Donc je montrerai plus tard qu'à partir des mesures, on peut estimer ces participations modales. Et donc à partir des images, on veut remonter aux inconnus. Alors est-ce qu'on peut le faire? Alors si je me donne déjà Z1, eh bien je peux déjà énormément dégrossir le travail. Du fait de la symétrie de la première déformée, je peux me réduire à deux points candidats, donc F, le bon, et puis son symétrique F étoile. Et vous voyez que si je regarde, si je m'intéresse au deuxième mode de vibration, donc à travers Z2, du fait de l'antisymétrie, je peux discriminer le point F étoile. Donc c'est bon. Et donc cette situation-là, j'ai décidé d'appeler ça des modes de vibration discriminants. Et je vais le faire juste après, on peut généraliser ça pour une structure quelconque. Alors, juste avant, l'intensité petit f ici se récupère de façon toute simple. En fait, c'est juste un coefficient de collinéarité entre ce vecteur de participation modale-là et un autre vecteur qu'on peut calculer, puisqu'on a au préalable identifié le point grand F. Alors, en général, comment fait-on? Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est que on a cette propriété-là, que j'ai démontrée, de localisation, qui nous dit que le point d'application d'une excitation est toujours à l'intersection de certaines lignes de vibration. Donc on a toujours le point F qui appartient à cet ensemble de points-là, I de F. Ça, c'est général. Eh bien, pour former une famille de modes discriminants pour le point F, on va simplement demander que I de F soit égal à F. Et alors là, on sera autorisé, on va pouvoir faire un lien bijectif entre les participations modales, les images, et puis nos inconnus qu'on recherche. Et de là, on peut décliner les définitions. Donc, FMD global, lorsque c'est valable pour tout point de la structure, partiel, lorsque c'est valable simplement pour un sous-ensemble de points de la structure. Et on peut aller plus loin et montrer que le nombre minimum de modes qu'il faut considérer pour espérer former une FMD, ça va être D plus 1, où D, c'est la dimension géométrique de la structure. Alors j'ai un exemple en deux dimensions, où on peut tout faire à la main, très simplement. C'est celui de la plaque homogène qui est simplement supportée sur ses bords. Eh bien, ces trois modes de vibration que je montre ici forment en fait une FMD à la fois globale et minimale de la plaque. Si je prends le mode 1 comme référence et que je regarde 2 par rapport à 1, je récupère la coordonnée Y. Et si je regarde 3 par rapport à 1, je récupère la coordonnée X. En fait, ça c'est valable pour tout point de la plaque et donc ça me fait une FMD globale et minimale. Bon. Alors maintenant, je vais vous montrer que, même si ça peut paraître contre-intuitif, avec un seul point de mesure,
on peut extraire la signature vibratoire du point d'impact. Alors, on a des mesures en un certain point et on a un modèle de réponse. Alors, le cas le plus simple, il se trouve que c'est lorsque l'impact appliqué, c'est un Dirac à l'instant t égale 0. Alors, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que L est connu, on sait l'évaluer à n'importe quel instant, et du coup, il n'y a plus que Z à identifier. Donc, on a un modèle linéaire et puis on a des mesures. Alors, pour identifier ce modèle, les moindres carrés, ça s'applique, ça va assez bien. Et l'idée, c'est de minimiser l'erreur quadratique entre les prédictions et les mesures. Ça peut se mettre sous la forme ici, qui fait apparaître une matrice grand A, qui est importante puisque si elle est inversible, alors la solution est unique, et puis c'est comme ça qu'on estime nos participations modales. En fait, on va même aller plus loin, on va montrer qu'en choisissant bien les paramètres de mesure, le point de mesure, on peut améliorer les propriétés de la matrice A. Donc ça, c'est pour le Dirac. En réalité, les variations de l'impact sont arbitraires, on ne connaît pas non plus l'instant d'impact. Cela dit, si on observe des courbes expérimentales de force d'impact, on peut quand même dégager des propriétés assez simples. Ça a une durée finie, assez courte, ça passe par un pic, et puis globalement, ça reste de même signe. Et donc, en conséquence de ces observations et puis d'autres considérations théoriques, dans ce cas-là, ce qu'on va plutôt faire, c'est essayer d'identifier une loi paramétrée pour décrire la force d'impact. Alors ça va nous conduire à définir un espace des paramètres qu'il va falloir explorer avec un algorithme qui va bien. Et en fin de parcours, on va retenir le point qui permet de minimiser notre écart prédiction-mesure. Et bien ça a été toute une partie théorique de ma thèse, de déterminer le domaine de validité de cette approche-là. Et je le résume ici. Alors pour estimer de façon robuste et précise les participations modales, eh bien, il suffit, c'est suffisant, deux types de conditions. Donc premièrement, que les modes significativement excités par l'impact sont faiblement amortis et bien séparés. C'est ce qui justifie le titre de ma thèse. Et deuxièmement, que en agissant de façon appropriée sur les mesures, et notamment en positionnant le capteur de sorte à minimiser le conditionnement de ces matrices-là qui vont intervenir dans la procédure. Alors en pratique, on est confronté à deux choses. Premièrement, c'est très rare d'avoir des déformées modales analytiques. On travaille plutôt avec une matrice modale que j'appelle grand phi. Et aussi, on ne peut pas échapper non plus à des erreurs d'estimation sur les participations modales. Et il faut composer avec. Alors, dans le cas le plus simple où l'erreur d'estimation est nulle, on peut montrer que le point d'application de l'impact, il est lié à l'unique colonne de la matrice modale, donc tronquée sur une FMD, qui lui est collinéaire, enfin qui est collinéaire au vecteur Z. Et l'intensité de l'impact, ça va être en fait le coefficient de collinarité entre ces deux vecteurs-là. Bon, en général, il y a toujours une erreur d'estimation qui va perturber l'angle entre Z et puis la direction de recherche. Mais cela dit, on ne va pas s'avouer vaincu. On va assouplir le problème et on va s'introduire une tolérance de proximité, epsilon, et y associer, donc via cette représentation-là, une tolérance de collinarité maximale admissible que j'appelle θ epsilon. Et en fin de compte, tous les filets étoiles qui vont être à l'intérieur de ce cône-là vont être associés à des points de la structure qui sont proches du point F à epsilon près. Alors cette notion de tolérance maximale de collinarité admissible est en fait très féconde puisqu'elle permet d'anticiper les zones de la structure qui sont les mieux couvertes à epsilon près. J'appelle ça des cartes de robustesse angulaire. Et donc je vous en montre une. Alors c'est pour la plaque de tout à l'heure. Ici, avec les trois modes de vibration que j'avais montrés. Et pour epsilon, j'ai choisi la demi-diagonale d'une de ces cellules qu'on peut voir. Et ce que me dit cette carte, c'est que globalement, ça va être beaucoup plus simple de localiser près du centre que proche des bords ou des coins. Après, ce que je peux faire, si j'en ai la possibilité, c'est rajouter des modes de vibration dans mon analyse. Et ce qu'on voit, c'est qu'on peut augmenter le pouvoir de discrimination. Et que cela dit, près des coins, ça reste toujours plus difficile que près du centre. Alors, toutes ces considérations théoriques-là m'ont permis de développer une procédure d'identification d'impact. Alors, c'est en deux temps. D'abord, une phase de connaissance de la structure dans son environnement. Alors, on va identifier ces modes de vibration. Ça va permettre
à l'aide d'algorithmes que je propose d'identifier des familles de modes discriminants. Et on va pouvoir positionner le capteur. Ensuite, suivant les paramètres qu'on veut récupérer dans notre force d'impact, comme la durée, la dissymétrie du pic, ce genre de choses, on va choisir un modèle d'impact à identifier. Et puis lorsque l'impact a lieu, on fait les mesures et puis aussitôt, avec l'algorithme, on identifie les participations modales, notre loi paramétrée, et puis on effectue notre analyse discriminante avec notre cône de recherche pour identifier des candidats. Alors cette approche-là, je l'ai validée sur 2 structures. Dans un premier temps, sur une structure relativement académique, donc une plaque en aluminium, donc d'assez petite dimension, c'est quelque chose comme 40 cm par 40 cm. J'ai positionné donc judicieusement l'accéléromètre ici. J'avais à ma disposition 6 modes de vibration de cette plaque, et puis la tolérance de proximité qu'on a choisie, c'est la demi-diagonale d'une cellule. Ça, c'est la carte de robustesse angulaire, donc, que je peux construire étant donné les modes, et qui me dit qu'a priori, près du centre, ça va être plus facile de localiser. Et ici, je résume l'intégralité des essais que j'ai faits. Alors, une croix verte, c'est un endroit où j'ai tapé, et puis une croix noire, c'est mon estimation du point d'impact. Et donc, je résume ça sur toute la figure. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à atteindre pas loin de 90% de localisation à 3 cm près et quelques. Et alors ça c'était nouveau par rapport à l'état de l'art, c'est-à-dire qu'il faut, avec les techniques existantes, beaucoup plus de capteurs pour arriver à ces résultats-là. Et en termes de reconstruction, je donne quelques exemples. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on arrive à capturer des paramètres, des variations de la force d'impact, qu'elles soient plus ou moins compliquées, et il faut quand même raisonnablement choisir le modèle de force d'impact. Alors on a fait tout à fait la même chose, mais sur une structure beaucoup plus compliquée, une structure industrielle, ici qui correspond en fait à la partie supérieure du tronçon central d'un A380, qui s'appelle le pavillon. Alors, ça fait plus de 9 mètres de long, c'est fait de matériaux composites avec des cadres et des raidisseurs, des cadres et des lisses qui raidissent cette structure-là. Il y a 3 trous qui correspondent à des passages d'antennes, et puis autour de ces trous, il y a des renforts composites. Alors, cette structure-là, typiquement, elle mettrait en défaut les techniques existantes de triangulation. Airbus m'a fourni 7 modes de vibration, et ce qu'on voulait faire, c'était localiser au moins à 40 cm près. Alors, ce que j'ai pu construire, c'est la carte de robustesse angulaire qui indique par les zones rouges les zones qui sont a priori les plus faciles à localiser. Et là, comme tout à l'heure, je vous montre les résultats de localisation, encore une fois avec un seul point de mesure. Et là, on arrive à atteindre encore pas loin de 90% de succès de localisation à 40 cm près. Très satisfaisant. Bon, alors en conclusion, il y a eu quelques surprises. C'est que tout d'abord, pour définir la signature vibratoire, finalement, il faut juste une information supplémentaire que le nombre de coordonnées du point d'impact qu'on veut récupérer, au minimum. L'approche monocapteur, même si elle peut sembler utopique, eh bien, elle est viable, même pour des structures industrielles complexes. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avec cette procédure, eh bien, il y a des propriétés de robustesse qui sont très intéressantes. Par rapport à l'état de l'art, si je réponds aux questions, aux objections des méthodes basées sur les participations modales, ici on peut choisir les modes de vibration, on peut positionner le capteur, on peut aussi récupérer certains paramètres de la forme d'impact. Et j'en ai pas parlé, mais on peut aussi, bien évidemment, utiliser plusieurs capteurs, les faire dialoguer et améliorer notamment la robustesse de la procédure. Alors, quand même des précautions. Connaître certains modes de vibration d'une structure, c'est pas forcément évident. Ça peut être sujet à varier suivant l'environnement opérationnel de la structure. Également, il faut que l'impact soit d'énergie suffisante pour faire vibrer la structure dans sa globalité. Et puis, bon, il y a encore d'autres choses un petit peu plus techniques qu'il faut garder en tête. Alors, cette thèse a conduit à un dépôt de brevet, à 2 articles en revue internationale à comité de lecture, ainsi qu'à 2 communications orales en conférence internationale. Et puis pour terminer rapidement sur les perspectives, alors déjà ce projet de recherche va continuer de vivre au moins jusqu'à décembre à Airbus. Le but du jeu, ça va être de valider cette approche-là avec plusieurs capteurs sur un avion complet. Et alors il va y avoir tout un tas de défis techniques à relever, notamment calibrer des modes de vibration d'un avion. Et puis quoi d'autre encore? Et puis il y a encore quelques problèmes ouverts qu'on pourrait étudier pour améliorer davantage la méthode. Merci.